Bonjour à tous, on se retrouve pour une première capsule vidéo de la séquence 2. Alors la séquence 2, voilà, s'intitule Explorer l'univers sans fusée, puisqu'en réalité on s'est rendu compte qu'à la suite de la séquence 1, si on cherche avec les moyens qu'on a actuellement à explorer l'univers, eh bien on se rend compte qu'on ne peut pas aller très loin en fait avec les fusées qu'on a actuellement. On avait vu par exemple que pour aller sur le système Alpha Centauri, il nous fallait pas moins de 930 000 ans. Donc évidemment, 930 000 ans, c'est carrément impossible. Et de fait, il nous faut en fait trouver des autres moyens pour explorer l'univers. L'un de ces moyens, c'est d'étudier la lumière qui nous provient de l'univers. Alors pour étudier la lumière qui nous provient de l'univers, eh bien on peut faire comme Newton a fait historiquement en 1666. Il a décomposé à l'aide d'un prisme la lumière blanche. Alors il faut savoir que la décomposition de la lumière, c'est un phénomène que vous pouvez observer puisque l'arc-en-ciel, en fait, c'est la conséquence de la décomposition de la lumière dans les gouttes d'eau. En fait, ce qui se passe, c'est que les rayons solaires, lorsqu'ils arrivent dans les gouttes d'eau, eh bien, vont subir une double déviation. On appelle ça une réfraction. Une à l'entrée de la goutte, une à la sortie. Et en fait, cette double réfraction eh bien, va entraîner la décomposition de la lumière. On verra comment dans la suite de notre cours. Alors évidemment, au laboratoire, pour nous, c'est un petit peu compliqué d'utiliser la goutte d'eau, mais pour ça, on peut utiliser un prisme qui aura le même rôle, c'est-à-dire qui va décomposer la lumière. Alors, on en parlait, historiquement, Newton a réalisé cette expérience, et notamment, il a isolé quelques rayons du Soleil qu'il a cherché à décomposer. Donc à l'aide d'un prisme. Alors le prisme de Newton, vous le voyez ici en fait, il le tient dans sa main, ce premier prisme. Alors c'est ce qu'on avait vu en classe, en fait ce prisme sert à décomposer la lumière blanche. Et Newton s'est rendu compte qu'en décomposant la lumière blanche, eh bien, il obtenait toutes les couleurs qui composaient cette lumière blanche. Lui, il l'a obtenu sur un écran, et cette figure obtenue sur un écran, on appelle ça un spectre lumineux. Donc le spectre lumineux, c'est la figure qui rend compte de la décomposition de la lumière blanche. Alors ensuite, il est allé plus loin, Newton, puisqu'il s'est dit, je vais essayer d'isoler une des couleurs, une des radiations de cette lumière, en l'occurrence, vous le voyez ici. Donc il a mis une petite planchette avec un trou qu'on voit ici, qui permet d'isoler la radiation jaune. Et il s'est dit, je vais essayer de faire la même chose avec un second prisme qui est ici. Eh bien, on va essayer de décomposer, voir si on peut décomposer cette lumière jaune. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. On ne pouvait pas décomposer cette lumière jaune. Donc, de fait, on peut arriver à deux définitions. La première définition, c'est la définition d'une lumière polychromatique. Une lumière polychromatique, ça veut dire une lumière qui contient plusieurs couleurs, plusieurs radiations, et qu'on peut donc décomposer. La seconde définition, c'est une lumière donc monochromatique ou radiation monochromatique. Là, c'est une lumière qui ne contient qu'une seule couleur et donc qu'on ne peut pas décomposer. Donc on se retrouve, après avoir vu donc, la définition de lumière polychromatique et monochromatique, eh bien on va se retrouver sur une animation donc, qui provient du site australo.net. Donc l'animation, vous vous souvenez qu'on avait vu nous lors d'une activité en classe. Alors d'ailleurs, ce site australo.net, j'en profite pour vanter les mérites de la personne qui gère ce site. Franchement, je vous conseille vivement d'y aller. Il y a énormément d'animations qui sont vraiment très intéressantes pour comprendre vos cours. Donc je vous conseille d'aller y faire un tour. Alors celle-ci nous intéresse plus particulièrement parce que, évidemment, elle va nous permettre d'introduire la notion de spectre. Bien sûr, vous savez ce qu'est un spectre maintenant, mais également les différents spectres en fait qu'on peut rencontrer. Donc on l'a vu que le Soleil, quand on décompose sa lumière, eh bien on obtient un spectre. Donc c'est une lumière polychromatique, hein, on l'a vu, qui contient plusieurs couleurs. Ce type de spectre, on peut également l'obtenir à l'aide d'une lampe à incandescence. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je mets en route, eh bien, je décompose la lumière issue donc d'une lampe à incandescence et j'obtiens donc ce qu'on appelle un spectre continu. Alors c'est une première définition. Le spectre continu, on appelle ça un spectre d'émission continue. Alors pourquoi spectre d'émission? Parce que
c'est la lumière émise par la lampe qui est décomposée. Et pourquoi spectre continu? Eh bien, si vous regardez sur la totalité en fait du spectre, eh bien, vous avez une infinité de radiations qui sont juxtaposées les unes à côté des autres. Et ce type de spectre-là, où il n'y a pas de discontinuité, eh bien, on appelle ça un spectre continu. Eh bien, ça, c'est le premier type de spectre. Alors, on va voir qu'on peut obtenir des spectres aussi de lumière émise par des lampes à vapeur de gaz. Alors, en l'occurrence, par exemple, ici, le deuxième montage, celui du dessus, c'est un montage où on peut mettre dans une lampe, donc, un gaz sous faible pression. Par exemple, ici, je choisis de mettre de l'hydrogène. Eh bien, je mets de l'hydrogène dans cette lampe à gaz. Donc, en fait, dans le tube, nous avons de l'hydrogène sous faible pression. Et lorsqu'on lui soumet une décharge électrique, eh bien, ce gaz va émettre de la lumière et cette lumière peut être décomposée. Alors ici, on la décompose et on obtient quelque chose de vraiment différent de ce qu'on pouvait obtenir avec une lampe à incandescence, puisqu'on obtient des raies. Vous voyez qu'on observe des raies lumineuses. Alors ce type de spectre, où on observe des raies lumineuses, eh bien on appelle ça des spectres de raies d'émission. Donc des spectres de raies d'émission parce que la lumière est émise et on obtient des raies. Alors on peut opposer ce type de spectre, spectre de raies, au spectre continu, puisqu'ici nous avons quelques radiations, simplement, quelques raies, donc on n'a pas une continuité, si vous voulez, dans les radiations. Le spectre du dessous, que vous voyez en dessous, c'est un spectre, cette fois-ci, d'absorption, et on appelle ça un spectre de raies d'absorption. Alors pourquoi? Parce qu'on y observe des raies, mais cette fois-ci qui sont noires, et ces raies noires sont la conséquence de l'absorption d'une partie de la lumière par le gaz. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, en fait, c'est que la lumière qui est émise ici par la lampe à incandescence, eh bien, va traverser le gaz. N'oubliez pas que dans ce tube, nous avons un gaz qui est l'hydrogène également, mais cette fois-ci dont le rôle n'est plus d'émettre de la lumière, mais dont le rôle va être d'absorber une partie de la lumière émise par la lampe à incandescence. Alors, puisque ce gaz absorbe la lumière, eh bien, la conséquence, c'est qu'on observe ici, sur le spectre, des raies noires qui sont des raies d'absorption. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en comparant ces deux spectres, eh bien, vous observez que les raies d'émission en haut et d'absorption en bas sont situées exactement au même endroit. C'est logique puisque dans les deux cas, nous avons le même gaz. Dans le premier montage et dans le deuxième montage, c'est toujours de l'hydrogène. Si je change par exemple, d'atome ici, je vais choisir par exemple le lithium, eh bien je m'aperçois que le spectre correspondant au lithium, on a toujours des raies, mais qui ne sont pas situées, qui ne sont pas forcément dans le même nombre, et qui ne sont pas situées non plus au même endroit. Alors là, on a une méthode vraiment très intéressante pour détecter des éléments chimiques. C'est-à-dire qu'en fonction de la position des raies, eh bien, je vais savoir si c'est tel ou tel élément chimique. Par exemple, si je reviens sur l'hydrogène, eh bien, je sais que pour l'hydrogène, je vais avoir une raie qui va être située, par exemple, à environ 433 nanomètres. Je vais en avoir une autre qui va être située à environ 485 nanomètres. Donc ça, c'est important de relever. Donc on est ici à environ voilà, 433, 434. Et puis de l'autre côté, on est environ à 485 nanomètres. Voilà pour l'hydrogène. Alors maintenant, je vais passer à la suite. Et on va voir que grâce à des spectres, on va être capable d'analyser la lumière provenant d'une étoile et notamment d'en connaître un peu plus sur l'étoile. Alors ici, dans cette partie, on va voir comment exploiter le spectre d'une étoile, de la lumière issue d'une étoile, comment en savoir un petit peu plus sur justement cette étoile. Donc dans un premier temps, il faut déjà savoir qu'une étoile, c'est composé à peu près de deux parties. Une partie où on va avoir le cœur de l'étoile, donc là c'est une boule vraiment de gaz à très haute température. Le cœur de l'étoile va émettre la lumière. En fait, cette partie de l'étoile va émettre la lumière et on va obtenir un fond continu. Si vous regardez en fait ici, le fond ici lumineux et continu que vous voyez, eh bien, il résulte de la décomposition de la lumière émise
par le cœur de l'étoile. Alors quand cette lumière, évidemment, va être produite par le cœur de l'étoile et va sortir, si on peut dire, de l'étoile, et bien quand elle va sortir de l'étoile, cette lumière va rencontrer des atomes qui sont contenus dans l'atmosphère de l'étoile. On appelle ça aussi la chromosphère. Alors la chromosphère de l'étoile, c'est la partie que vous voyez ici. Voilà, que vous avez là, hein, c'est l'extérieur de l'étoile qui contient des atomes. Et en fait, ces atomes, eh bien, leur rôle va être d'absorber, ils vont absorber une partie de la lumière émise par l'intérieur. Et l'intérieur, on appelle ça la photosphère. Donc la photosphère émet la lumière. Cette lumière traverse la chromosphère et rencontre des atomes. Et ces atomes vont venir absorber une partie de la lumière. Ce qui fait qu'au niveau du spectre, eh bien, on va obtenir, comme on voit ici, on va obtenir des raies noires. Ces raies noires sont la conséquence de l'absorption de la lumière par la chromosphère. Alors si on y regarde de plus près, par exemple ici nous avons le spectre d'une étoile qu'on connaît très bien, qui est le Soleil. Alors sur ce spectre, on a un fond continu, bien évidemment, c'est-à-dire que ce fond continu, on l'a vu, c'est la lumière décomposée, cette lumière qui provient de la photosphère. Et on a une première méthode pour distinguer des étoiles entre elles. C'est-à-dire qu'une étoile qui va être, on l'a vu en classe, qui sera plutôt froide, entre guillemets, parce qu'une étoile, ça reste quand même chaud, mais une étoile plutôt froide par rapport aux autres, eh bien, va avoir un fond continu qui sera plus décalé vers le rouge, en fait. Alors qu'une étoile plutôt chaude aura un fond continu qui sera plutôt décalé vers le bleu, vers le violet. Donc, de fait, là, on peut distinguer des étoiles entre elles en fonction déjà de leur température de surface. La deuxième chose, et c'est là où on va s'intéresser d'un peu plus près à ça, c'est exploiter la position des raies. On a vu qu'en fonction de l'élément chimique, tout à l'heure, hein, on a vu que la raie n'était pas forcément située au même endroit, selon l'élément chimique. Ça veut dire qu'en regardant le spectre, par exemple ici, eh bien on va analyser le spectre donc, de l'étoile et on va être capable de dire, par exemple ici, si on regarde, on peut voir qu'on a une première raie qui va être située à peu près à 400, on va dire 434 nanomètres environ, 435 à peu près. Donc elle est située ici, cette raie. Et puis on va avoir une seconde raie, par exemple ici, qui va être située à peu près à, la deuxième ici, située à peu près à 485 nanomètres. Alors déjà, il faut savoir que cette valeur en nanomètres, c'est une grandeur qui va vraiment être importante pour nous, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Et la longueur d'onde, comme toute longueur, l'unité du système international, c'est le mètre, mais pour des ondes de type onde du visible, comme ici, eh bien on utilisera plutôt le nanomètre. Alors on a vu tout à l'heure que l'hydrogène eh bien, avait notamment deux raies, une à 434 nanomètres, une à 485 nanomètres. Eh bien c'est exactement les raies qu'on vient de retrouver ici, sur le spectre du Soleil. Ça veut dire que la conclusion à laquelle on peut aboutir, c'est qu'a priori, dans la chromosphère de notre Soleil, eh bien, on devrait normalement trouver de l'hydrogène. Alors ceci nous amène à la fin de notre capsule vidéo. On va donc pouvoir faire le bilan des connaissances et des savoir-faire que vous devez maîtriser. Donc en termes de connaissances, vous devez donc connaître la définition d'un spectre lumineux et connaître bien sûr les différents types de spectres et comment les obtenir. La deuxième connaissance, c'est connaître l'utilité de la longueur d'onde, à savoir que cette longueur d'onde, c'est important de repérer qu'on l'appelle, je ne vous l'avais pas signalé, c'est lambda, donc c'est une lettre grecque, ça s'écrit comme ceci. Et l'intérêt donc de la longueur d'onde, c'est de pouvoir repérer des raies. Donc vous devez connaître son unité qui est le mètre ou le sous-multiple nanomètre. En termes de savoir-faire, vous devez être capable donc de interpréter le spectre lumineux issu de la lumière d'une étoile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, vous allez voir donc dans la description, juste en dessous, vous allez voir le quiz. Et donc c'est à compléter pour la séance prochaine. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.